Je crois que c'est bon. Je pense que vous me voyez. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez du coup commenter pour me dire si vous m'entendez et si vous me voyez? Donc on attend le docteur. Merci. Bonjour les filles. Merci, c'est gentil. Donc on attend le docteur, comme ça, pour ça j'attendais un petit peu avant de me mettre sur le live directement. Contente qu'il y ait du monde. C'est chouette. Donc on a fait un test ce midi avec le docteur pour voir si ça fonctionnait. Parce que c'est vrai que ce week-end on a essayé de tenter sur Facebook et ça marche pas très très bien. Donc on a trouvé un autre fonctionnement et ça a l'air d'être plutôt pas mal. C'est bon. Je vois vos commentaires, tout est parfait. Il n'y a plus que le docteur et on pourra commencer. Des sous-titres, oh là là, je sais pas. Écoutez, j'ose pas trop toucher. Ça fonctionne. J'ose pas cliquer sur quoi que ce soit. Donc les questions que vous êtes posées, que vous nous avez posées, je les ai du coup, j'ai fait enfin un gros résumé. J'ai repris toutes les questions. Ah ben voilà. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, c'est parfait, on vous entend très bien. Alors, je suis désolé pour le retard, je viens de recevoir le lien sur ma boîte. Du coup, je vois pas le nombre de participants, mais il y a déjà des personnes qui assistent. Oui, bien sûr, il y a 9 personnes. Ah, et il y a des commentaires déjà, donc voilà, c'est Parfait. chouette. Ah oui, je les vois. Ok, super. Alors, j'ouvre le fichier que vous m'aviez transmis. Voilà. Et j'ai réussi, docteur, c'est bon, à mettre les questions. Donc vous allez les voir en même temps que je vous les poserai. Ok, parfait. Donc, je vois les questions. Ok. Très bien. Alors, ce que je vous propose, on va faire comme ça. Je vais vous faire une présentation. Je vais peut-être me présenter aussi, peut-être que tout le monde ne me connaît pas aussi Oui, juste avant, allez-y, oui. parce que j'ai pas fait. Bon bah bonjour docteur, à ceux qui sont présents pour le live. Donc on a le plaisir d'avoir le docteur Bolz avec nous. On remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Donc je suis Laure, je suis présidente de la SMT, l'association de soutien contre les maladies trophoblastiques. C'est une association de patientes qui a été créée en décembre 2018. Donc on est là pour accompagner, pour soutenir en fait les femmes, les couples, même les familles qui sont dans ces parcours de maladies trophoblastiques. Et bien souvent, on se retrouve assez démunis quand on nous annonce une maladie trophoblastique. Hein. Donc, de par la rareté des maladies, hein, pour rappel, en France, c'est une grossesse sur 1000 qui est concernée par ces maladies. Donc, c'est quelque chose de rare, peu commun, et dont on parle très peu. Notre but aussi, c'est d'informer, du coup, de sensibiliser autour de nous sur ces maladies.
plus il y aura de personnes informées, je pense que mieux l'annonce se fera plus en douceur peut-être. On arrivera avec des armes plutôt. On sera armé face à ces annonces qui peuvent être un peu violentes parfois. Notre but aussi, c'est de promouvoir la recherche qui a tant besoin de nous aussi pour avancer, pour toujours avoir une meilleure compréhension des maladies et pour améliorer les traitements. Donc voilà, on veut vraiment vous remercier, docteur, d'être parmi nous Je vous en prie. Et du coup, vous prenez sur votre temps juste pour nous, donc c'est vraiment gentil de votre part. Et voilà, donc vous allez essayer de répondre aux questions qui nous ont été posées au préalable. C'est peut-être des questions qu'on s'est toujours posées en fait, et on n'avait jamais osé demander auparavant. Et là, je pense que c'est le moment et ça a une importance aussi. Je pense que ça peut beaucoup aider sur le chemin de la guérison aussi pour certaines personnes. Oui, tout à fait. Bon, bah, écoutez, donc moi je suis docteur Pierre-Adrien Boll, je suis gynécologue obstétricien. Je travaille donc à l'hôpital Lyon-Sud et c'est dans ce centre, donc à deux, on va dire, deux portes de ce bureau, que se trouve le centre des maladies trophoblastiques. Je vais vous présenter rapidement notre activité en partageant la page internet toute nouvelle du site qu'on vient de créer. On avait déjà un site que vous connaissez certainement, mais qui va être bientôt remplacé par ce site internet sur le portail des Hospices civils de Lyon. Je vous ferai passer l'adresse. Et en fait, il va résumer assez rapidement les intérêts de notre centre. Donc, ça a été un centre créé en 99 avec la volonté de rassembler plusieurs spécialités qui prennent en charge les patientes atteintes de maladies trophoblastiques gestationnelles, les gynéco-obstétriciens en première ligne, les oncologues lorsqu'il faut traiter les tumeurs, les radiologues pour le diagnostic, les anatomopathologistes qui font le diagnostic sur les biopsies ou sur les curetages, et les biologistes qui font les analyses de vos prises de sang pour l'HCG. Donc voici les pathologies qu'on va prendre en charge dans notre centre. Ce sont les molydatiformes, bien sûr, donc on va revenir sur les définitions. Également, les tumeurs trophoblastiques gestationnelles. Il y a plusieurs types de tumeurs trophoblastiques gestationnelles et certaines entités plus rares qui sont des lésions atypiques ou alors simplement des HCG élevés d'origine inexpliquée. On a ensuite différents types de traitements qu'on pourra détailler. C'est tout d'abord la prise en charge chirurgicale, donc soit l'aspiration-curetage, notamment lorsqu'on fait une molydatiforme, l'hystérectomie quand on retire l'utérus. On fait parfois, assez rarement même, des hystérectomies partielles pour la préservation de la fertilité. Et puis, bien sûr, le chapitre des chimiothérapies, ce soit la monochimiothérapie par méthotrexate le plus souvent, ou polychimiothérapie, on y reviendra. Et puis, des thérapeutiques d'avenir qu'on appelle des immunothérapies, qui sont des thérapeutiques qui vont bloquer certaines molécules à la surface de la tumeur et qui vont restaurer l'activité du système immunitaire. Donc ça, c'est les missions de notre centre, c'est vraiment d'améliorer la prise en charge des femmes atteintes de ces maladies, d'apporter un soutien et de l'information aux patients, donc ça fait vraiment partie de notre mission que d'assurer cette information, de mettre en place des bases de données pour faire de la recherche sur les données, de la recherche sur les échantillons, et enfin d'enseigner aux médecins, notamment après la formation universitaire des médecins, enseigner les spécificités de ces pathologies. Là, vous voyez ici l'activité de notre centre depuis 1999, sa création. On voit que dans les 2 premières années, on avait à peu près 70 patientes déclarées, enregistrées en une année. Et puis petit à petit, cette déclaration chaque année a augmenté en volume. En bleu foncé, les patientes atteintes de molydatiforme, en bleu clair, les patientes atteintes de tumeurs trophoblastiques. Et on voit donc que la proportion de patientes atteintes de molydatiforme augmente au cours des années. Alors, c'est pas forcément que cette maladie est plus fréquente, c'est surtout qu'il y a plus de patientes qui sont déclarées au fil des années parce que notre centre est de plus en plus connu. Et là, on voit que depuis 2016, on arrive à une sorte de plateau. On a l'impression que le nombre de cas est relativement stable. Encore qu'en 2019, vous voyez qu'on a encore augmenté.
Tout ça pour dire que chaque année, on a environ 1000 patientes porteuses de maladies trophoblastiques qui sont enregistrées dans notre centre, qui sont gérées par notre équipe. Et notre équipe, la voilà. Vous avez le médecin responsable de ce centre, c'est le professeur Golfier, qui est mon chef direct ici à l'hôpital Lyon-Sud. Touria Ajri, qui est la coordinatrice des données administratives, donc vous la connaissez probablement. C'est celle qui interagit en premier avec les médecins et les patientes. Et puis, il y a en direct, en arrière, on va dire, un peu plus dans l'ombre, mais ceux qui donnent les avis aux médecins, donc c'est moi-même, le docteur Massardier, le docteur Descargues qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Ça, c'est pour l'équipe de gynéco-obstétrique. Ensuite, on a une équipe d'oncologues spécialisés, le professeur Yu et le professeur Lotz, qui s'occupent de décider des chimiothérapies plus complexes. L'équipe des anatomopathologistes, ce sont les médecins qui viennent donner la confirmation des diagnostics sur les produits de curetage ou les biopsies ou les hystérectomies, des équipes d'imagerie, des équipes de biologie, et puis nos deux secrétaires adorés, Émilie et Elodie, qui reçoivent tous les formulaires de déclaration et qui font tout ce travail d'enregistrement et qui récupèrent chaque semaine les taux d'HCG et qui nous les transmettent pour donner les avis. Je vous ai mis ici deux liens. Le premier, c'est un lien vers un site qui s'appelle PubMed, qui recense toutes les publications que notre centre a fait en termes d'études scientifiques. Et puis là, ici, vous avez le lien vers notre site que vous connaissez déjà. Pour celles qui ne connaissent pas, vous avez déjà ici nos photos, c'est plus personnel. Et puis, alors, certaines photos datent un peu, hein, je ne vous cache pas. La mienne, elle est très récente, bien sûr, mais les autres, elles datent un peu. Et puis, vous avez surtout ici un espace patiente où vous avez des informations écrites qu'on considère comme fiables, puisque c'est nous qui les avons écrites. Et puis, il y a ici un forum. Alors, c'était avant l'ère de Facebook et tous les autres groupes, mais malgré tout, ce forum existe si vous avez la possibilité de laisser des messages. Et je vois que le 27 mai, il y a encore eu des messages, donc cette page est encore active. Et puis, vous avez les contacts ici, si vous le souhaitez. Vous avez nos adresses email, alors qu'on recommande d'utiliser surtout pour les médecins, mais s'il y a une question qui n'a pas de réponse de votre côté, vous pouvez les contacter. Donc, je reviens sur les questions que vous avez formulées. Je vais afficher là. Je vais les prendre une par une. Je pense qu'on va traiter ces questions et puis je me contenterai de ça, sauf s'il y a un problème que vous n'entendez pas et que vous avez du mal avec un terme que j'ai peut-être mal expliqué. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires sur la droite, mais sinon, je pourrais difficilement prendre des nouvelles questions. Alors, la première question, c'est comment se forme une mole? Quel est son processus? Donc, une mole hydatiforme, il faut imaginer que c'est une fécondation entre un spermatozoïde qui vient de l'homme et un ovocyte qui vient de la femme. Il y a une réelle fécondation, comme se passerait une fécondation normale pour obtenir un bébé, une grossesse, sauf que cette fécondation, il y a des phénomènes de division des cellules dans les toutes premières étapes, c'est-à-dire les premières heures, voire même juste avant la fécondation. On sait que l'ovocyte et le spermatozoïde peuvent avoir des anomalies qui rendent ces premières étapes de division anormales et que rapidement, la partie de la fécondation, de l'œuf, cette partie qui doit former le fœtus, l'embryon, le bébé, cette partie-là ne se développe pas ou se développe de façon très anormale et il y a juste la partie qui développe le placenta qui se développe. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment une fécondation, mais que la partie qui devrait former un bébé, normalement, n'est pas viable et seul le placenta se développe. Et donc, du coup, lorsqu'on voit cette fécondation anormale, on observe juste le placenta qui va grossir, qui va former l'HCG, qui est l'hormone de grossesse. Donc, c'est-à-dire que les patientes, au début, elles pensent qu'elles sont enceintes, mais rapidement, on se rend compte à l'échographie qu'il n'y a pas de fœtus, ou lorsqu'il y a un fœtus, que ce fœtus n'est pas viable, ou alors qu'il est très mal formé. Et donc, à ce moment-là, seul le placenta se développe, et à ce moment-là, il va falloir envisager le traitement de cette mole hydatiforme. Et le traitement, il n'y a pas d'autre traitement que de retirer chirurgicalement la mole hydatiforme. Donc, c'est la plupart du temps faire une aspiration curetage, on vide le contenu de l'utérus, ou bien parfois, il peut arriver qu'on soit amené à faire une hystérectomie, on retire l'utérus si la patiente le souhaite et que son âge est compatible, c'est-à-dire qu'elle a généralement plus d'une quarantaine d'années, mais ça reste à la discussion. Donc ça, c'est le processus de formation d'une mole. Ensuite, vous verrez qu'il y a certaines moles
qui ont quand même un fœtus qui est associé. Ce fœtus, cet embryon, comme je disais, il est généralement mal formé, mais il peut quand même se développer quelques semaines, voire quelques mois. C'est plus rare. Et ça, c'est ce qu'on appelle les môles partiels. Les môles partiels, elles ont la possibilité de voir un fœtus se développer, mais ce fœtus n'est jamais viable. À l'inverse des môles complètes, les môles complètes n'ont jamais de fœtus qui se développe. C'est toujours juste le placenta anormal. Ce placenta qui se développe, il est très anormal parce qu'il se développe très rapidement, beaucoup plus volumineux, ce qui peut expliquer qu'il y a parfois plus de saignements et parfois plus de symptômes de grossesse parce que le placenta est plus volumineux. Alors, la seconde question, c'est pourquoi et à quel moment la tumeur devient cancéreuse. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que quand on part du stade de môle, cette môle, ça n'est pas une tumeur. Cette môle, c'est un placenta qui se développe plus vite, plus gros qu'une grossesse normale, mais ce n'est pas une tumeur. En revanche, on sait que après le traitement d'une môle, il y a à peu près 15% des patientes qui vont avoir une persistance du tissu de la môle et que pour 15% d'entre elles, donc, ce tissu qui va rester va se transformer en tumeur pour des raisons qu'on ignore. Aujourd'hui, on est incapable de vous dire pourquoi certaines patientes qui ont une môle vont avoir une transformation en tumeur et pourquoi les 75% autres pourcents vont avoir une guérison. On est incapable de prédire ce phénomène. Il y a eu beaucoup de recherches sur le plan de l'échographie, sur le plan de l'analyse anatopathologique, sur le plan de la biologie. Nous, on participe à cette recherche, mais il n'y a vraiment aucune façon de prédire cela, ce qui explique qu'on est obligé de suivre, après le curetage, l'aspiration curetage, on est obligé de suivre l'HCG et le diagnostic de cette tumeur. Si on ne sait pas pourquoi elle se transforme, en tout cas, on est assez à l'aise pour savoir quand est-ce que ça se transforme, et ça se transforme au moment où l'HCG se remet à augmenter, c'est-à-dire qu'il va baisser après l'aspiration curetage, et rapidement après, il peut se mettre à stagner ou à réaugmenter, et ça définit la transformation en tumeur trophoblastique post-molaire. Ça veut dire que ces tumeurs se développent après une môle idatiforme. Et puis, il y a certaines patientes, c'est plus rare, qui ont une tumeur trophoblastique qui se développe non pas après une môle, mais après une grossesse, après un accouchement, ou après une fausse couche, ou après une grossesse extra-utérine. C'est plus rare, mais ça peut arriver. Ça s'appelle aussi une tumeur trophoblastique gestationnelle, mais elle ne se diagnostique pas après une môle, donc souvent c'est une surprise. C'est une mauvaise surprise d'ailleurs. Mais souvent c'est une surprise parce qu'on voit des symptômes. Les patientes qui ont une tumeur qui se développe après une môle, elles n'ont généralement pas de symptômes. On a juste la prise de sang qui remonte, mais elles n'ont pas de symptômes particuliers. Alors que les patientes qui ont une tumeur qui se développe après une grossesse, elles peuvent avoir des symptômes parce que généralement ça évolue longtemps et on se rend compte au moment où cette tumeur donne des symptômes. Généralement, c'est des saignements, parfois des métastases dans les poumons, parfois des métastases ailleurs. Et à ce moment-là, ça devient un petit peu plus complexe à gérer. Donc, à quel moment une tumeur devient cancéreuse? Eh bien, à partir du moment où ça n'est plus une môle idatiforme, c'est-à-dire au moment où l'HCG remonte, ou bien au moment où le diagnostic est fait en dehors d'une môle idatiforme, après un accouchement par exemple, sur des symptômes. Pour faire le diagnostic, eh bien, on fait une biopsie, c'est-à-dire qu'on va prélever un fragment de la tumeur avec une aiguille ou bien avec une caméra. Et c'est à ce moment-là que l'anatomopathologiste, qui est le médecin du laboratoire, qui va analyser ce prélèvement, va nous dire « oui, je reconnais, c'est une tumeur » ou bien « non, ça n'est pas une tumeur, c'est autre chose ». Alors, la maladie se produit seulement lors de la fécondation ou peut-on l'avoir sans fécondation? Donc, si j'ai eu une grossesse molaire à 20 ans, 40 ans ou 50 ans, peut-elle revenir ou lorsque je serai ménopausée? Donc, il y a plusieurs questions là-dedans. La première question, elle est très simple. Il s'agit ici des maladies trophoblastiques gestationnelles. Gestationnelles, ça veut dire que ça vient d'une gestation, donc d'une fécondation. Donc, ces maladies, que ce soit les môles ou les tumeurs, se développent forcément après une fécondation, ce qui explique qu'on ne trouve pas ces maladies chez l'homme. Première constatation. Mais après, une fois qu'il y a une fécondation, effectivement, vous pouvez avoir une môle ou bien une grossesse normale, et comme vous l'avez compris, la tumeur peut se développer à l'issue soit d'une môle, soit d'une grossesse normale. Effectivement, on guérit d'une môle où ça se transforme en tumeur. Quand on a une tumeur, on en guérit avec la chimiothérapie généralement, dans, je vous le rappelle, plus de 98% des cas. Mais il existe, dans certains cas, des récidives, c'est-à-dire que cette maladie est guérie pendant plusieurs années, et puis il arrive parfois
qu'on voit cette maladie revenir plusieurs mois ou plusieurs années après. C'est un phénomène qui est exceptionnel. D'accord ? Une fois qu'on est guéri d'une tumeur trophoblastique, le risque que cette maladie, qui est rare, une fois qu'elle est guérie, elle revienne, il est de moins de 5%. Donc, ça ne veut pas dire zéro. D'accord ? C'est effectivement, on peut pas être catégorique là-dessus. On sait que c'est 5% de risque. Et il y a plus de risques que la maladie revienne si c'est une tumeur. Donc, je vais différencier deux choses. Quand on a eu une molydatiforme, à 20 ans, 30 ans, 40 ans ou 50 ans, quand on a une molydatiforme et qu'on a guéri de cette molydatiforme, c'est-à-dire que l'HCG est redevenu négatif, la probabilité pour que cette maladie revienne, donc c'est-à-dire que la mole revienne sous forme de tumeur alors qu'on a guéri de la mole, elle est de 0,48%, moins de 1%. Donc, quand je dis exceptionnel, on n'est pas loin de l'exceptionnel. Okay ? La deuxième cas de figure, c'est quand on a eu une tumeur trophoblastique. C'est-à-dire qu'on a reçu un traitement spécifique, généralement de la chimiothérapie, ou parfois de la chirurgie, une hystérectomie. Quand on a eu une tumeur trophoblastique et qu'on a guéri de cette tumeur trophoblastique, la probabilité pour que cette maladie revienne plus tard, elle est de 5%. Donc, ça veut dire que c'est moins exceptionnel, mais ça reste quand même très rare. Peu importe l'âge, c'est-à-dire que vous pouvez avoir ce problème de santé à l'âge de 50 ans, effectivement, proche de la ménopause, et ça peut arriver, ça peut revenir plus tard. Maintenant, comme vous le savez, après la ménopause, il n'y a plus de fécondation possible, puisqu'il n'y a plus d'ovulation, donc il n'y aura pas de nouvelle maladie. La seule chose qu'on peut observer, c'est une maladie qui reviendrait après la ménopause, mais c'est très rare. Alors, question suivante. J'ai réussi à avoir un enfant après ma grossesse molaire complète. Si j'envisage une prochaine grossesse, le risque est-il toujours de 1 pour 1000 ? Risque de récidive après une grossesse revient-elle à une grossesse pour 1000 ? Non, on sait qu'il augmente un petit peu. Quand on a eu une première mole complète, lorsqu'on a eu une première mole complète, le risque n'est plus de 1 pour 1000 en population générale, mais il passe à 1 pour 100. Donc on multiplie par 10. Ça reste très faible. D'accord ? Il faudrait avoir 100 grossesses pour voir revenir une molydatiforme. Donc, c'est-à-dire que ça reste quand même faible, mais effectivement, le risque augmente un petit peu. Donc, ça, c'est la première chose. Ça, c'est pour les moles complètes. Pour les moles partielles, vous l'avez compris, c'est les moles où il y a un fœtus qui peut se développer, où le tableau est un petit peu plus discret. Pour les moles partielles, le risque, donc on l'estime à peu près à 1 pour 1000 en population générale. Lorsqu'on passe chez une patiente qui a déjà eu une mole partielle, pour une grossesse suivante, le risque, il est probablement similaire, 1 pour 1000. Ça reste très faible. Le risque n'est pas augmenté. Okay ? Quand on a eu 2 moles complètes, ce qui est déjà assez rare, c'est-à-dire que c'est des patientes qui ont eu une deuxième mole complète. Okay, une première, on était à 1 sur 1000. Pour sa deuxième grossesse, cette patiente passe à 1% et pan, elle se paye le 1%. Ça tombe sur elle. On a 2 moles complètes. Dans cette situation, pour une troisième grossesse, le risque d'avoir une nouvelle mole complète passe à 25%. 1 sur 4. Donc là, ça augmente franchement. Mais les patientes qui ont eu 2 moles complètes, c'est rare, voire très rare. Et puis, il y a des raretés. Des patientes qui ont plusieurs moles complètes. Ces patientes-là, on pense qu'elles ont une prédisposition génétique. C'est très rare. Il y a environ 200 familles dans le monde qui semblent concernées par cette anomalie génétique. Cette anomalie, elle concerne un des gènes dans notre ADN, de façon précise dans l'ADN de la maman. Et cette maman, elle est porteuse d'une anomalie dont elle ne pourra jamais se rendre compte autrement qu'en ayant des grossesses molaires à répétition, parce que ça ne donne aucun autre symptôme, aucune autre anomalie. Donc, c'est quelque chose qui est très rare, et si c'est le cas, si on pense qu'une patiente fait plusieurs moles complètes de suite, à ce moment-là, on peut faire cette recherche génétique et on va rechercher des anomalies dans ce gène, qui s'appelle NLRP7, et puis il y a d'autres gènes maintenant qu'on peut explorer. À ce moment-là, notre centre s'occupe de faire cette recherche.
On l'a fait en collaboration avec un centre au Canada. On l'a fait maintenant en collaboration avec un centre à Saint-Étienne. Et ça, c'est une possibilité qu'on offre, puisque si on tombe sur cette anomalie génétique, on va avoir un conseil génétique à donner pour expliquer comment va se passer la meilleure façon d'obtenir une grossesse. Et ça, c'est un peu plus complexe. On pourra y revenir si vous voulez. Est-ce que c'est une maladie génétique héréditaire? Donc, c'est le lien avec la question précédente, donc tout à fait. Cette maladie de faire une molydatiforme, ça n'est pas une maladie génétique, ça n'est pas une maladie héréditaire, sauf dans le cas précis que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que pour plus de 99% des patientes, la maladie molydatiforme est un accident. C'est un accident au même titre qu'on peut déclencher une maladie auto-immune, au même titre qu'on peut déclencher un cancer, une maladie neurodégénérative, un Parkinson. C'est un accident qu'on n'explique pas forcément. Maintenant, il y a une toute petite partie des patientes qui font des molydatiformes, celles qui en font plusieurs, qui, oui, peuvent avoir un caractère héréditaire génétique. En quoi c'est un accident? Eh bien, c'est un accident probablement lié au fait que les cellules de la maman, l'ovocyte, donc l'ovule qui vient de la maman, il est probablement défectueux, notamment aux âges extrêmes. Quand je dis extrêmes, les âges extrêmes de la fécondité, c'est-à-dire moins de 20 ans ou plus de 45 ans. On sait que ces âges extrêmes pour obtenir des grossesses sont des âges où les ovocytes sont plus fragiles, et c'est là qu'il y a plus de risques de faire des molydatiformes. Alors, est-ce vraiment un coup de malchance dû à la fécondation de 2 spermatozoïdes? Eh bien, c'est le lien exactement avec la question que je viens de traiter. C'est-à-dire qu'il y a effectivement vraiment un accident qui généralement ne se reproduit pas et qu'on n'est pas vraiment capable de prédire. On sait que c'est un peu plus fréquent chez les patientes âgées, entre guillemets, parce qu'on n'est pas âgé à 45 ans, mais en termes d'obtention d'une grossesse, on est un petit peu plus âgé que la moyenne quand même. Donc, c'est surtout lié à l'ovocyte, c'est-à-dire la cellule maternelle. Cet ovocyte, puisqu'il y a un accident dans son fonctionnement, il accepte la présence de 2 spermatozoïdes. Alors que normalement, vous le savez, un ovocyte, dès qu'il est fécondé par un premier spermatozoïde, il se bloque, il ne peut plus accepter d'autres spermatozoïdes, il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui peut rentrer dans un ovocyte. Et on voit que dans les molydatiformes, généralement, il y a 2 spermatozoïdes qui peuvent accéder à l'intérieur de l'ovocyte. Et ça vient d'une anomalie de l'ovocyte qui autorise la présence de 2 spermatozoïdes. Alors après, la mole, elle n'est pas liée à la présence des 2 spermatozoïdes, elle est liée, comme vous l'avez compris, à l'anomalie de l'ovocyte. Alors, on passe à la catégorie symptômes. Pourquoi chez certaines femmes, les bêta-HCG n'augmentent pas de façon significative au début de la grossesse, malgré la confirmation de la mole à l'analyse? Donc ça, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'on sait à l'analyse qu'il y a une molydatiforme, mais que le taux d'HCG n'était pas très élevé. Il y a 2 explications. La première, c'est que grâce à l'échographie que toutes les femmes ont maintenant très tôt dans la grossesse, on va diagnostiquer très tôt la molydatiforme. Et quand on la diagnostique très tôt, on peut avoir des difficultés à le confirmer sur l'analyse anatomopathologique, c'est-à-dire le médecin qui récupère le produit d'aspiration peut avoir des difficultés à se prononcer en disant c'est très tôt, c'est difficile de retrouver tous les critères pour dire il s'agit d'une molydatiforme. Mais d'autre part, il y a parfois des molydatiformes qui ne sont pas forcément très tôt dans la grossesse, mais qui ont un HCG qui est un petit peu anormal, c'est-à-dire que l'hormone produite par la molydatiforme n'est pas tout à fait la même. L'hormone HCG n'est pas tout à fait la même sur le plan de sa structure, n'est pas tout à fait la même que l'hormone qui est produite dans une grossesse normale. Et comme elle n'est pas tout à fait la même, elle n'est pas reconnue tout à fait de la même façon par le test diagnostique, par la prise de sang. Quand vous faites une prise de sang, on utilise des réactifs qui vont reconnaître l'hormone, qui vont reconnaître sa forme, sa longueur, sa taille. Et lorsque l'hormone n'est pas tout à fait la même parce qu'elle provient d'une molydatiforme, eh bien, le test est un peu moins performant et il détecte moins, il sous-estime le taux d'HCG, ce qui peut expliquer que parfois le taux d'HCG en début de molydatiforme, il est plus faible. Alors la question suivante, avez-vous déjà observé des patientes ayant des saignements? Est-ce dû à la tumeur? Donc je pense qu'on parle là des molydatiformes
Est-ce qu'il y a déjà des patientes avec des saignements pendant l'hémolyse datiforme? Je ne me trompe pas, Laure. Oui, je pense que c'est ça, oui. C'est ça. Donc, oui, il faut même imaginer qu'il y a une trentaine d'années, je dirais même peut-être plus, une quarantaine d'années, quand on n'avait pas forcément les moyens diagnostiques d'échographie et de prise de sang aussi développés que maintenant, la présentation des patientes qui avaient une hémolyse datiforme, c'était systématiquement des saignements au début de grossesse. Il n'y avait pas forcément l'échographie dans les 2 semaines de retard de règles. Donc, on voyait les patientes à un stade plus avancé, c'est-à-dire à 3, 4, 5 mois de grossesse, et elles avaient des saignements. Donc oui, c'est une présentation possible, classique, je dirais, historique des hémolyses datiformes, mais on le voit de moins en moins, puisque maintenant on a le test HCG très rapide, on sait le taux de grossesse, et dès que le test HCG est positif, eh bien, on voit ensuite à l'échographie la hémolyse datiforme. Alors, est-ce que ça veut forcément dire que c'est une tumeur? Eh bien non. La plupart du temps d'ailleurs, les tumeurs ne donnent très peu de symptômes dans l'hémolyse datiforme parce qu'on les détecte très tôt. Donc en fait, une patiente qui a une hémolyse datiforme qui saigne, ce n'est pas du tout un signe de tumeur, c'est surtout un signe de volume de la molle, c'est que généralement elle est un peu plus grosse qu'une patiente qui ne saigne pas. Donc ça s'arrête là, c'est pas parce qu'on saigne que c'est plus péjoratif ou ça va être plus dur à guérir, hein, pas du tout. Alors on passe à l'analyse. L'analyse du type de molle dite diploïde se fait pendant l'anapathe, suite au curetage. Sinon, pourquoi? Car preuve de la génétique lors de la molle diploïde. Alors, donc, diploïde, ça veut dire qu'il y a 2 copies de chaque chromosome, ce qui est le cas dans n'importe quelle des cellules du corps humain. Chez quelqu'un de normal, chez vous et moi, on a chacun 2 copies de chacun des chromosomes. Le chromosome 1, on l'a en 2 copies. L'une vient de notre mère, l'autre vient de notre père. Dans les molles idatiformes, vous vous souvenez, il y a les molles complètes et les molles partielles. La molle complète, elle est diploïde. Elle a 2 copies de chaque chromosome. Mais ces 2 copies proviennent du père. Il n'y a plus de copie de la mère. Je parle des molles complètes les plus courantes. Et ensuite, il y a une autre anomalie qu'on appelle les molles partielles, on l'a vu, c'est là où il y a le fœtus qui se développe, parfois en retard de croissance, parfois non viable. Dans ces molles partielles, il n'y a pas une diploïdie, c'est-à-dire 2 N chromosomes, mais il y a une triploïdie, il y a 3 copies de chaque chromosome. Dans les 3 copies, il y en a une qui vient de la mère et 2 qui viennent du père. Dans les molles partielles, il y a 3 copies des chromosomes, une de la mère et 2 du père. Lorsque on a une aspiration pour le traitement de la molle datiforme, à ce moment-là, on va faire un diagnostic sur l'aspect des cellules, c'est-à-dire est-ce que leur volume, leur taille, leur tête, en gros, ressemble à une molle datiforme. Et si on a un doute, on va aller demander une technique supplémentaire qui consistera à rechercher le nombre de chromosomes. Est-ce que c'est diploïde ou triploïde? Effectivement. Mais on ne le fait pas systématiquement. Donc, généralement, on n'a pas besoin de cette technique pour trancher, distinguer une molle complète ou une molle partielle. Si on a un doute à ce moment-là, oui, on va faire de la génétique pour voir si c'est diploïde ou triploïde. Voilà. Est-ce que parfois, lors du curetage, au niveau macroscopique, on ne se rend pas compte de la molle? C'est souvent à l'analyse que c'est confirmé. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste, notamment pour les patientes qui ont une aspiration curetage assez tôt dans la grossesse, c'est-à-dire que le taux d'HCG est positif sur la prise de sang ou sur le test urinaire, la patiente va aller faire son échographie, l'échographiste va lui dire « Oula, je ne vois pas de fœtus », ou alors le placenta est très gros, il va falloir avoir un avis spécialisé, vous allez voir le gynéco et le gynéco va vous dire effectivement, il n'y a pas de fœtus, on va devoir faire une aspiration curetage et ça ressemble à une grossesse arrêtée. Si on est très tôt dans la grossesse, c'est souvent le cas. Et à ce moment-là, au moment d'aspiration, on ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une molle datiforme, ça peut arriver, ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde. C'est effectivement quand on est très tôt, on peut manquer ce diagnostic. Et là, on a la surprise, entre guillemets, au moment de l'analyse, parce qu'on normalement, on envoie toujours
le produit de curetage en analyse, et c'est à l'analyse que le médecin du laboratoire, l'anatomopathologiste, va répondre qu'il s'agit d'une molydatiforme, complète ou partielle. Donc effectivement, ça peut être une surprise, et ça arrive assez régulièrement. Donc du coup, quand le médecin revoit la patiente, généralement 1 mois ou 1 mois et demi après l'aspiration curetage, il va lui annoncer cette nouvelle en lui disant « on ne s'y attendait pas, mais ça n'était pas visible sur l'échographie ni au moment du curetage, mais il s'agit bien d'une molydatiforme, donc il va falloir mettre en place la stratégie de surveillance. » Est-ce que, par exemple, on peut passer à côté, en fait, même à l'analyse? Alors, l'analyse qu'on fait, il faut imaginer qu'il y a plusieurs étapes dans l'analyse. L'analyse de base, c'est le médecin va regarder, comme je vous disais, la tête des cellules. On met les cellules dans une coloration entre 2 lames, on regarde au microscope, le médecin va dire « ça ressemble à une mole, on ne va pas plus loin, c'est typique ». Parfois, le médecin va dire « c'est pas simple, on est tôt, ou alors il y a des choses qui sont un peu discordantes, on va faire des techniques complémentaires ». Et là, on va utiliser plusieurs techniques qui sont des techniques spécialisées. On va utiliser des marquages, on va regarder certaines protéines qui pourraient nous indiquer que c'est une mole plutôt qu'une grossesse normale. On va faire la génétique, donc on va compter le nombre de chromosomes. Parfois, la génétique ne suffit pas, on va compter le nombre de chromosomes, mais aussi vérifier leur provenance. Est-ce que les 2 copies du chromosome proviennent du père ou proviennent un du père, un de la mère? Ça nous aide. À l'issue de cette analyse, on ne peut pas se tromper. À l'issue de cette analyse, quand ça a été, il y a quelque chose que je dois vous préciser tout à fait, c'est que cette analyse, elle est faite par le médecin du laboratoire à l'endroit où le curetage a été fait, donc dans l'hôpital où la patiente est prise en charge, et lorsqu'il fait le diagnostic de molydatiforme ou lorsqu'il a un doute, il envoie dans notre centre, et nous avons, vous avez vu sur le site, une liste de médecins référents qui sont hautement spécialisés pour le diagnostic de ces pathologies et qui, lorsqu'ils rendent leurs conclusions, ne se trompent pas parce qu'ils ont utilisé toutes les techniques recommandées pour trancher entre le diagnostic. Donc, à l'issue de l'analyse, on ne peut pas manquer ce diagnostic. D'accord. Alors, on va passer à la chimiothérapie. Donc, là, on était dans les molydatiformes. Maintenant, on va parler des patientes qui ont une tumeur trophoblastique. Cette tumeur trophoblastique, elle peut faire suite à une molydatiforme, vous l'avez compris, ou à une grossesse normale, c'est-à-dire un accouchement. Quand ça fait suite à une grossesse normale, ça peut avoir lieu quelques semaines ou quelques mois après la grossesse normale, et puis parfois, plus rare, plusieurs années après. Ce n'est pas pour vous inquiéter, il faut pas non plus imaginer le pire, ça reste quand même un événement très rare. Pour vous donner un ordre d'idée, une tumeur qui survient après une grossesse normale, donc on enlève celles qui se développent après les moles parce qu'elles sont très fréquentes, 15% c'est fréquent. Si on prend que les tumeurs qui se développent après les grossesses normales, il y a une étude toute récente au Royaume-Uni qui est très précise et avec laquelle il faut avoir un grand niveau de confiance. Cette étude, elle montre qu'une tumeur après un accouchement normal, elle se développe une fois toutes les 60 000 grossesses. 60 000 grossesses. Il faut 60 000 grossesses normales pour observer une tumeur après l'accouchement. Donc, c'est rare. Maintenant, ces tumeurs, elles sont plus agressives. Elles donnent plus de métastases. Elles sont plus difficiles à traiter et donc on va, entre guillemets, taper plus fort avec le marteau dessus. Le marteau, c'est la chimiothérapie. Donc là, je vois que la première question, c'est en cas d'accumulation, méthotrexate, actinomycine et maco, vous les connaissez certainement, ces chimiothérapies, ce n'est pas du tout la même chose, on ne traite pas du tout la même maladie. Quand on traite une tumeur après une mole, généralement, c'est méthotrexate ou actinomycine D. Donc, on utilise le méthotrexate en France en première intention. Et puis, lorsque ça ne marche pas ou lorsqu'il y a des contre-indications, on utilise le second, qui est l'actinomycine D. Après cette chimiothérapie, qui est très bien tolérée sur le plan immédiat, c'est-à-dire que ça donne très peu d'effets secondaires immédiats, il y en a quelques-uns d'effets secondaires, mais globalement, c'est quand même très bien toléré. Il n'y a aucune preuve d'altération de la fertilité. C'est-à-dire une patiente qui a reçu cette chimiothérapie peut considérer que sa fertilité après la chimiothérapie est la même qu'une patiente du même âge et avec un mari au même potentiel. Parce que c'est important aussi à prendre en compte. Dans la fertilité, n'oubliez pas qu'on tient compte de la patiente, mais souvent on oublie que la fertilité dépend aussi du mari. Or, on s'intéresse rarement aux capacités, à la viabilité des spermatozoïdes. Donc,
pour la question de la chimiothérapie, méthotrexate, actinomycine D, il faut considérer que la fertilité chez la femme est la même. Ensuite, à un détail près, c'est que quand on a eu de la chimiothérapie par méthotrexate ou actinomycine D, on demande 12 mois de surveillance après la fin de la chimiothérapie. Une fois que vous avez terminé la chimiothérapie, on demande 12 mois de surveillance avant de commencer une nouvelle grossesse. Ensuite, pour ce qui est de l'hémaco, qui est vraiment une chimiothérapie très lourde, très toxique, cette chimiothérapie hémaco, elle est beaucoup plus problématique pour la fertilité, puisque environ 36% des patientes qui ont reçu de l'hémaco vont avoir ce qu'on appelle une ménopause précoce, c'est-à-dire une insuffisance ovarienne prématurée. Les ovaires fonctionnent moins bien, voire plus, à cause de la chimiothérapie. Alors, il faut se rappeler que cette chimiothérapie, on la donne quand même pour sauver la vie, donc c'est entre guillemets un moindre mal, mais malgré tout, c'est quand même quelque chose qui nous pose question, ces effets sur la fertilité. Et une patiente qui a eu de l'hémaco a effectivement une fertilité qui est abaissée. Elle n'est pas nulle. J'ai en tête là tout récemment une patiente à Paris qui, venant de terminer son hémaco, peut-être 3 mois plus tôt, est tombée enceinte. Donc ça veut dire que c'est pas nul, mais d'une manière générale quand même, ça baisse un peu la fertilité. Question suivante, pourquoi ne proposez-vous pas systématiquement une préservation d'ovocytes? C'est une excellente question et nous n'y sommes pas opposés. Et d'ailleurs, certaines patientes ont bénéficié d'une préservation d'ovocytes, mais il faut pour cela intégrer les réponses que je viens de faire à la question précédente. Pour une patiente qui a du méthotrexate ou de l'actinomycine D, bien entendu, ça ne se justifie pas parce qu'une préservation d'ovocytes, c'est lourd comme traitement. C'est-à-dire qu'il y a des stimulations, il y a des ponctions, il y a une anesthésie, il y a un risque d'échec et il y a une problématique de conservation des gamètes et de leur réutilisation après. Mais pour une patiente qui va bénéficier d'une chimiothérapie par hémaco, ceci peut tout à fait se discuter. À la nuance près qu'une patiente qui va avoir une chimiothérapie par hémaco, c'est une patiente qu'on dit à haut risque de résistance à la chimiothérapie, et elles sont à haut risque de résistance à la chimiothérapie, ces patientes, parce qu'elles ont des maladies agressives, déjà métastatiques généralement, et que si on veut avoir le temps de faire une préservation ovarienne, il faut généralement se laisser quelques semaines de stimulation. C'est-à-dire qu'on va donner des traitements qui vont stimuler les ovaires. Alors ce traitement, a priori, ils n'influencent pas la maladie, la tumeur trophoblastique gestationnelle, mais le temps qui stimule les ovaires et qu'on arrive à ponctionner la patiente, il va s'écouler plusieurs semaines. Et dans ces plusieurs semaines, on sait que certaines patientes évoluent très vite. C'est-à-dire qu'une patiente qui doit recevoir de l'hémaco, lorsqu'elle doit le recevoir au tout début de la prise en charge, et entre ce moment-là et un délai de 4 semaines, par exemple, eh bien, cette patiente peut avoir une progression de sa maladie, une progression des métastases, et ça, c'est tout à fait regrettable. C'est l'un des arguments qui nous fait être assez réticents pour la préservation d'ovocytes. Mais ce n'est pas contre-indiqué, et si le médecin du service de PMA peut assurer que la préservation va se faire le plus rapidement possible, c'est tout à fait possible, et c'est même recommandable. Je passe à la question suivante. En combien de temps les cycles règles reviennent-ils à la normale après chimio et hémaco? C'est très variable. Je vous ai parlé à l'instant de cette patiente qui est tombée enceinte alors qu'elle avait terminé sa chimiothérapie par hémaco 3 mois plus tôt. Ça veut dire que les cycles en fait reviennent très très vite. Et certaines patientes mettent plusieurs mois, voire plusieurs années avant de retrouver les cycles. Il y a un facteur qui permet de prédire cela, c'est l'âge de la patiente au moment où on commence l'hémaco. Si on commence l'hémaco à l'âge de 20 ans, les ovaires sont résistants, ils vont prendre un petit coup sur la tête à cause de la chimio, mais rapidement les cycles vont reprendre, généralement quelques mois après la fin de la chimiothérapie. Si on commence de l'hémaco à 40 ans, la probabilité d'avoir des cycles qui reviennent, elle est proche de 0. Ça veut dire que les ovaires ont déjà été fatigués par le temps qui s'est déjà écoulé, et puis la chimiothérapie a aggravé encore plus leur fonction. Donc ça dépend de ça. Est-ce que la chimiothérapie méthotrexate et actinomycine U à 20 ans peut, des années plus tard, provoquer des neuropathies? La chimiothérapie est-elle en cause? Donc, la chimiothérapie par méthotrexate et actinomycine D provoque des effets secondaires peu intenses
immédiats et qui ne persistent pas. Et ces effets indésirables peu intenses qui ne persistent pas, ce sont généralement les troubles digestifs, parfois des troubles sur la prise de sang. On voit le taux de globules blancs qui baisse, le taux de plaquettes qui baisse, parfois les enzymes du foie qui montent, mais ça, c'est réversible assez rapidement en quelques semaines. Parfois, il arrive, c'est rare, qu'il y a une petite perte de cheveux avec l'une ou l'autre des chimiothérapies, plus souvent l'actinomycine D que le méthotrexate, mais on le voit quand même dans le méthotrexate. Et ça, c'est transitoire. C'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, c'est terminé, ça a repoussé. Donc, l'effet secondaire tardif du méthotrexate ou de l'actinomycine D, ça ne peut pas être des neuropathies au niveau des pieds, notamment, ou des bras, lorsqu'on l'utilise pour une monochimiothérapie, c'est-à-dire à faible dose. En revanche, quand on utilise de la polychimiothérapie type EMACO, il y a des toxicités à long terme, telles que les neuropathies, c'est-à-dire la sensation d'avoir des brûlures, fourmillements, décharges électriques ou insensibilité dans les pieds, les mains. Ça peut arriver. Ça n'est pas dû au méthotrexate ni à l'actinomycine D, qu'on retrouve quand même dans cette polychimiothérapie EMACO, parce que dans EMACO, le EM du début, c'est étoposide méthotrexate, et le A, c'est actinomycine D. Donc dans EMACO, il y a du méthotrexate et de l'actinomycine D, mais à bien plus forte dose. Mais cette toxicité, elle n'est pas liée au méthotrexate ou à l'actinomycine D, elle est liée à la vincristine, c'est le O, oncovin. Vincristine, c'est une drogue qui peut donner ce genre de toxicité à long terme. Donc oui, la chimiothérapie peut être en cause dans les MACO, mais pas pour la monochimiothérapie. D'accord. Alors, je passe à la surveillance post-MAUL. Je crois qu'il faut du coup, j'avais laissé les 3 pages, du coup. Ah oui. Ah oui, après, je ne sais pas si vous voulez continuer. Après, là, on a fait les 3 premières pages. Quelle heure est-il? Mais si vous voulez, je propose qu'on puisse faire, on va peut-être faire la surveillance post-MAUL. Si vous voulez, si vous avez encore du temps. Oui, c'est bon. Mais par contre, du coup, j'ai pas noté. Ah, ben c'est pas grave, je vais les lire. Ou sauf si vous préférez, on fait la prochaine fois. Hein, je suppose que non, mais si vous êtes disponible, il n'y a pas de souci. La question est pourquoi le délai de surveillance après une MAUL diffère-t-il d'un pays à l'autre? En France, on a une MAUL idatiforme, on surveille l'HCG jusqu'à ce qu'il soit normalisé, qu'il arrive en dessous du seuil de détection du laboratoire. Une fois qu'on est à ce seuil, on va proposer des durées de surveillance différentes. En France, après une MAUL complète, on va surveiller pendant 6 mois. Une fois par mois. Une fois que cette surveillance de 6 mois est terminée, on arrête la surveillance et on autorise une nouvelle grossesse. Après une MAUL partielle, ces MAUL partielles, elles se transforment moins en tumeur. Et si elles se transforment, c'est toujours avant la normalisation. Une fois que le taux d'HCG est normalisé, qu'il est passé en dessous du seuil de détection, la probabilité d'avoir une tumeur alors qu'on avait fait une MAUL partielle, cette probabilité, elle est nulle. Donc ça veut dire qu'une fois que le taux d'HCG est normalisé, après une MAUL partielle, on arrête la surveillance et on autorise une nouvelle grossesse. Pourquoi ça diffère autant d'un pays à l'autre? Eh bien, c'est une excellente question. Il y a des pays qui sont... mes arguments vont certainement vous surprendre, mais il y a des pays qui sont... comment dire, pour lesquels la déclaration des maladies tromblastiques est obligatoire. C'est-à-dire qu'aucune patiente atteinte de maladie tromblastique ne peut être prise en charge par son médecin local sans que cette déclaration soit faite au niveau national. C'est interdit. Puis s'ils ne le font pas, en fait, les soins liés à cette maladie ne sont pas pris en charge, notamment en Angleterre. Donc au Royaume-Uni, une patiente qui a une MAUL idatiforme doit être déclarée. Sinon, les soins qu'elle reçoit ne sont pas remboursés. Donc, au moins, c'est clair. Et s'ils sont remboursés, c'est pour que la prise en charge puisse être la plus complète possible. Et à ce moment-là, toute la prise en charge va être remboursée, que ce soit le diagnostic, les échographies, l'HCG et toute la surveillance HCG. Et comme la surveillance HCG est remboursée, elle est prise en charge de A à Z et il n'y a pas de limite, à vrai dire, pour la surveillance. Donc,
le suivi peut être prolongé. Ça n'est pas à la charge de la patiente à aucun moment. Ce n'est pas le cas en France. C'est-à-dire que les prises de sang HCG, pour la majorité des patientes, sont remboursées, mais pour certaines ne le sont pas. Et ça n'est pas une politique nationale de faire ce remboursement. Et donc, eh bien, cette prise en charge n'étant pas effectuée, on ne peut pas demander un suivi de 18 mois ou un suivi à vie, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Donc ça, c'est un premier argument. Ensuite, il y a un argument, c'est le premier argument qui est celui qui parle on va dire au régulateur de la santé, à la sécurité sociale. Le deuxième argument, c'est que si on trouve une si on trouve une tumeur trophoblastique après une molydatiforme, on peut la trouver soit avec un HCG qui va remonter, c'est-à-dire que l'HCG s'est normalisé. Une fois qu'il est normalisé, vous avez compris que le risque qu'il y ait qu'il y ait une tumeur qui se développe, il est de 0,48%. 0,48%, donc c'est vraiment infime. Donc c'est très peu probable. Et s'il y a un risque, on va le découvrir soit avec la prise de sang, soit tôt ou tard avec des symptômes de la tumeur. Et à ce jour, on n'a pas démontré que le fait de le détecter avec une prise de sang ou avec des symptômes liés à la présence de la tumeur, ça changeait quoi que ce soit. C'est-à-dire que le pronostic est le même, il reste très bon. On est capable de soigner et de guérir les patientes qu'on les détecte avec des prises de sang ou avec des symptômes liés à la tumeur. Cependant, faire des prises de sang tous les mois pendant 18 mois ou pendant 2 ans ou tous les 6 mois à vie, c'est pas anodin. Et vous êtes toutes très bien placées pour le savoir. Quand on fait une prise de sang, même si on est persuadé qu'il ne va rien se passer, il n'y en a aucune d'entre vous qui va au labo en se disant « j'y vais, mais c'est inutile ». On sait très bien au fond de nous que quand on va faire une prise de sang, c'est pour avoir un résultat. Donc ça, on est capable, l'esprit humain est capable de le tolérer pendant un certain temps, mais on ne peut pas faire ça pendant toute une vie, parce que ça serait au bout d'un moment insupportable. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Le pronostic est bon et on arrive à guérir les patients de la même façon. Mais voilà, c'est des points de vue différents entre les pays. Alors pourquoi 6 mois de suivi pour une mole complète et 3 prises de sang négatives pour une mole partielle? Je pense que je viens de l'expliquer, donc ce n'est pas la peine forcément de revenir. On sait juste que le risque de tumeur après une mole partielle, si l'HCG est normalisé, il est nul, donc c'est pour ça qu'on s'arrête. Et le risque de tumeur après une mole complète, si elle est normalisée, c'est 0,48%, donc il n'est pas nul. Et quand il survient, c'est dans l'immense majorité des cas, dans les 6 premiers mois. C'est pour ça qu'on fait les 6 mois de suivi. Pourquoi 1 an de suivi? Alors la question suivante, c'est pourquoi 1 an de suivi? Aucune rechute tardive au-delà d'1 an n'a été publiée. Donc ça, je pense que c'est post-mole. Post-mole, vous l'avez vu, on a changé effectivement, on a changé, non, c'était en 2013, on a dit que ça serait plus 1 an de suivi, ça serait 6 mois de suivi. Parce qu'on sait que la majorité surviennent dans les 6 premiers mois. C'est la majorité, ce n'est pas la totalité. Donc ça veut dire que oui, il y a des patientes qui peuvent avoir une rechute tardive. C'est juste. Ça existe, on le sait pertinemment, on sait que ça peut aller jusqu'à là. On va publier bientôt les chiffres de cette question très précise avec Dr Descargues et on a la patiente qui a récidivé le plus tardivement, c'est 37 mois après la normalisation de l'HCG. Sauf qu'on ne peut pas, comme je viens de l'expliquer, suivre 1000 patientes par an pendant 37 mois parce qu'au bout d'un moment, ça devient invivable pour plus de 999 patientes par an. Et surtout, on sait que la patiente qui est découverte à 37 mois, comme elle a à peu près le même pronostic qu'une patiente qu'on découvrirait plus tôt, ça n'a pas beaucoup de sens. Maintenant, je ne sais pas si c'est une question qui vient par la suite. La question de la grossesse. Oui, c'est les grossesses. Alors, donc on le traitera la prochaine fois. Je détaillerai le déroulement d'une grossesse plutôt pour la suite. Mais effectivement, il y a cette période de surveillance dans laquelle on ne veut pas voir une grossesse parce qu'on ne veut pas manquer la récidive. Donc, comme c'est dans les 6 premiers mois en général, on demande de respecter ce délai-là. Et puis après, il y a la question de la conduite de la grossesse, comment ça se passe, mais je vous le détaillerai la prochaine fois. Alors la question suivante, c'est ne devrions-nous pas avoir un suivi psychologique obligatoire?
pris en charge par la sécurité sociale après une fausse couche ou une mole. Par exemple, en AMP, le rendez-vous avec un psychologue est dans le protocole. C'est tout à fait justifié. On voit bien que c'est des événements qui sont traumatiques dans le projet de grossesse d'une femme. Quand on annonce une molydatiforme, encore pire quand on annonce une grossesse, enfin encore pire, je ne sais pas, mais ça l'est tout autant quand on annonce une tumeur. Maintenant, rendre obligatoire, c'est difficile de rendre obligatoire. Vous voyez bien que quand on rend des vaccins obligatoires, c'est rarement respecté et c'est difficile dans une politique de santé de rendre quoi que ce soit obligatoire. En revanche, que ça soit remboursé, c'est quelque chose qui pourrait être débattu, qui pourrait être organisé. Je ne suis pas certain que nos politiques soient actuellement sensibles aux questions du remboursement du suivi psychologique après une molydatiforme ou une fausse couche, pour des raisons qui ne sont pas des raisons médicales, mais plus des raisons économiques. Parce que les fausses couches, c'est fréquent, beaucoup plus que les moles, et que si on fait une consultation de psychologie à chaque fausse couche, ça va coûter à la sécurité sociale, et c'est actuellement ce qu'on nous a répondu. Mais par contre, encourager le suivi psychologique des patientes qui ont eu une mole ou une fausse couche, ça me paraît tout à fait justifié, vous avez raison. Alors pourquoi, après une période de négativité, la tumeur peut-elle se manifester à nouveau? Donc la question, pourquoi, après une période de négativité de l'HCG, je pense, la tumeur peut se manifester à nouveau? Donc, à la question pourquoi, c'est difficile de répondre. On sait que c'est quelque chose qu'on observe. Vous l'avez vu, après la négativité, il y a 0,48% des patientes qui vont avoir une maladie qui revient. Comment ça s'explique? Ça s'explique par des patientes qui ont eu une maladie, donc une molydatiforme, qui a été évacuée complètement, ou presque parce qu'il va rester quelques cellules, on va dire une ou deux cellules par exemple, ou une dizaine de cellules. Ces une ou deux ou dizaines de cellules, elles sont en trop faible nombre pour sécréter, pour fabriquer de l'hormone de grossesse en suffisamment grande quantité pour que ça soit détectable sur un test, une prise de sang. C'est-à-dire qu'il reste une petite dizaine de cellules, imaginons. Elle fabrique de l'HCG, mais il est indétectable. Donc on va considérer avec la prise de sang que la patiente est négative. Or, ces cellules, elles restent. Et petit à petit, elles vont se redévelopper. Et en grossissant, à ce moment-là, elles vont repasser sur une capacité de sécrétion qui devient détectable à nouveau dans les prises de sang. Et c'est là qu'on va considérer que la maladie revient parce qu'elle est détectée à nouveau. Mais en réalité, ce qui s'est passé sous nos yeux sans qu'on le voie, c'est que la maladie restait là, dans cette zone-là, indétectable parce que trop faible. Et c'est ce phénomène-là qu'on observe. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de dormir à cause de ce concept-là. Ce n'est pas parce qu'on sait qu'il y a quelques cellules qui peuvent rester que vous avez toutes des cellules qui peuvent rester. Ce n'est pas vrai. D'accord? Parce que pourquoi ce n'est pas vrai? J'ai la réponse. 0,48% seulement des patientes qui ont négativé leur HCG repartent plus tard à cause d'une maladie persistante. Donc, c'est moins de 0,5%. Donc, vraiment, c'est exceptionnel. Maintenant, c'est un phénomène qui existe et on ne peut pas le nier. Et c'est pour ça qu'on reste vigilant. C'est pour ça qu'on fait cette surveillance de 6 mois qui nous met à l'abri de pas mal de mauvaises surprises. Et puis, même si c'est au-delà de 6 mois, vous êtes informés de tout cela, les médecins sont informés de tout cela. Et si jamais il y a quoi que ce soit de suspect, ils vont référer vers nous très rapidement parce que la patiente, elle dit « Ah, mais j'avais une mole, j'ai été déclarée, et là, vous me parlez d'un nouveau test HCG, or je ne suis pas enceinte, j'ai peut-être une récidive. » Le médecin, entendant ça, il va dire hop, on recontacte le centre des maladies trophoblastiques et nous, on enclenche la séquence dosage, échographie, IRM ou scanner. Et puis, à ce moment-là, on ne perd pas de temps. Du coup, je rebondis sur la question de Geneviève qui nous dit « Est-ce que tous les gynécologues connaissent le centre de Lyon ?» je n'avais pas vu la question, effectivement. Alors, pratiquement, mais pas tous. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de communiquer sur l'activité du centre, la page Internet, votre activité aussi, finalement, de sensibilisation des patientes, mais indirectement des gynécologues, nous aide
on a quand même, vous le voyez, en termes de nombre de déclarations de cas chaque année, on augmente. C'est pas que la pathologie augmente, la pathologie elle est stable, on le sait, dans les autres pays c'est stable. C'est juste que nous, on est de plus en plus connus et qu'il y a de plus en plus de monde qui connaît ça. Maintenant, on est de plus en plus connus, mais les médecins qui nous connaissaient il y a 20 ans, le centre a été créé il y a 20 ans, les médecins qui nous connaissaient il y a 20 ans partent à la retraite, il faut former les plus jeunes, et ça c'est une question un peu permanente, et donc effectivement il faut qu'on continue tout cela. Mais il faut que les patientes aussi fassent passer le message. J'ai peut-être une maladie trophoblastique, il y a un site internet, il est bien fait, vous pouvez les contacter, et nous généralement on répond dans les 48 heures au plus tard dans la semaine pour chaque avis. Comment expliquer un taux qui augmente considérablement au-delà de 4 prises de sang hebdomadaires puis diminue sans traitement? Donc, c'est-à-dire, la question c'est, une fois qu'on a une molydatiforme, le taux commence à baisser après le traitement. Donc, on s'attend à ce qu'il diminue, puis qu'il se normalise, puis en fait, il se remet à augmenter. Donc, quand il réaugmente, au-delà de 3 dosages en augmentation ou de 4 dosages en stagnation, on considère qu'on a le diagnostic de tumeur postmolaire. Notez bien, on a un diagnostic de tumeur, alors même qu'on n'a pas de preuve de biopsie ou de nouveaux prélèvements. On fait le diagnostic juste sur le taux d'HCG. Or, ce taux d'HCG, vous savez, c'est juste les cellules du trophoblaste qui le sécrètent. Donc, il arrive parfois qu'il y ait ce qu'on appelle une rétention dans l'utérus, c'est-à-dire que l'évacuation de la mole n'était pas complète. Donc, ça a bien diminué au début parce qu'on a retiré le plus gros de la masse de la molydatiforme, mais il reste quelques centimètres de cellules. Donc là, c'est plus une dizaine de cellules, mais c'est plusieurs milliers de cellules quand même. Il en reste et elles continuent de se développer. Donc, le taux d'HCG se remet à augmenter. Mais il s'agit juste d'une rétention, c'est-à-dire d'une évacuation incomplète. Et dans ce cas-là, il suffit de faire une nouvelle aspiration. Alors, soit on la prévoit, c'est-à-dire qu'on fait une échographie, on voit, ah oui, il reste une rétention, on fait une nouvelle aspiration, soit parfois ça s'évacue tout seul, à vrai dire. La patiente va saigner, avoir un saignement un peu brutal, où elle va se dire, tiens, c'est mes règles qui reviennent. En réalité, non, ce n'est pas les règles, c'est vraiment la rétention qui s'évacue. Et on voit tout de suite après que l'HCG se remet à diminuer spontanément, alors même qu'il n'y a pas forcément eu de nouvelle chirurgie. Ce simple saignement dans lequel il y avait en fait les cellules de la mole qui restaient, cette évacuation a permis d'évacuer l'HCG, et donc les cellules de la mole, et donc il n'y a plus de sécrétion d'HCG. Faut-il déclarer auprès de nos prévoyances ou lors d'un prêt bancaire nos maladies? Alors c'est une excellente question. Il faut distinguer deux choses différentes, les molydatiformes et les tumeurs. Les molydatiformes sont des maladies bénignes, c'est des grossesses anormales, un peu particulières quand même, mais ce sont des grossesses anormales qui ne sont pas des tumeurs. Il n'y a rien à déclarer à qui que ce soit, ni à la prévoyance, ni comme ennui de santé dans un prêt bancaire. C'est une grossesse arrêtée, point. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Pour les tumeurs trophoblastiques, c'est là que la question est un petit peu plus complexe. Dans les tumeurs trophoblastiques, il y a les tumeurs à bas risque et les tumeurs à haut risque. Normalement, quand on a un cancer, par exemple quand on a un cancer du sein, on est obligé de déclarer ses antécédents lorsqu'on veut faire une souscription de prévoyance ou un prêt bancaire. On est obligé de déclarer tous ses antécédents. Le fait d'écrire qu'on a un cancer du sein, par exemple, ça va apporter des clauses dans la prévoyance, voire un refus de la prévoyance ou un refus du prêt bancaire. Ça veut dire que ça a des conséquences très nettes sur les capacités d'une patiente ou d'un couple d'avoir accès à certaines prestations bancaires à cause de la maladie cancer. Il y a un droit à l'oubli, maintenant, qui est de 5 ans pour certaines tumeurs, 10 ans pour d'autres, mais ce droit à l'oubli, à ce jour, ne s'applique pas aux tumeurs trophoblastiques avec un délai réduit. C'est-à-dire que si on déclare une tumeur trophoblastique, on va avoir un droit à l'oubli au bout de 10 ans. Alors, c'est un peu paradoxal parce que vous voyez bien que, certes, c'est une tumeur trophoblastique qu'on va traiter avec de la chimiothérapie, mais dans les tumeurs trophoblastiques, il y en a plus de 80% qui sont des tumeurs à bas risque qu'on va traiter avec une chimiothérapie très simple et qui vont guérir définitivement. Les patientes qui ont une tumeur à bas risque,
elles ont 99,7% de survie à 5 ans. Ça veut dire qu'on guérit tout le monde. Donc, ce n'est pas logique de les mettre dans le droit à l'oubli à 10 ans, parce que la guérison, elle intervient dans la première année de traitement. Au bout d'1 an, on est guéri, c'est fini, définitif, il ne se passe plus rien. Donc, ça veut dire qu'il y a 9 ans de droit à l'oubli inutile. Donc, nous, ça nous pose un petit problème d'encourager les patientes à déclarer cette tumeur trophoblastique en tant qu'événement cancéreux pour la prévoyance ou les prêts. Parce que la probabilité pour que cette maladie récidive et qu'elle mette la patiente dans l'impossibilité de rembourser ou d'épargner ou qu'elle demande ou qu'elle implique une participation de la prévoyance pour un éventuel décès de la patiente, cette probabilité pour une lésion à bas risque, une tumeur à bas risque, elle est infime, voire inexistante. Donc c'est vraiment un problème. En revanche, pour une patiente qui a une tumeur à haut risque, la probabilité que la prévoyance soit amenée à intervenir pour une interruption de travail, plus tristement pour un décès, ou que la patiente soit dans l'incapacité de rembourser un prêt, cette probabilité, elle est moins négligeable, elle existe. C'est une réalité. Donc là, pour les patientes avec une tumeur à haut risque, qui vont recevoir de la chimiothérapie, on pense qu'il est plus justifié, effectivement, de faire mention de cet événement dans les déclarations de questionnaire. Maintenant, j'avoue que je n'ai jamais fait le point avec un juriste sur quel est le risque que court une patiente d'omettre de déclarer cet événement de tumeur à bas risque traité par du méthotrexate dans un questionnaire de santé avant une prévoyance ou un prêt bancaire. Je n'ai jamais abordé ça avec un juriste. Je pense connaître sa réponse, qu'il dirait de la déclarer, même s'il y a 9 ans de sécurité inutile, je pense qu'il demanderait de la déclarer. Il se trouve qu'il y a un bon nombre, voire une majorité de nos patientes qui n'ont pas forcément déclaré cet événement dans les questionnaires de santé. Et à ma connaissance, on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Maintenant, vous avez compris la position. C'est ambigu pour moi de vous dire il ne faut absolument pas déclarer parce que vous risquez d'être en difficulté. Et en même temps, ce n'est pas juste de dire il faut déclarer à chaque fois qu'on a une tumeur trophoblastique cet antécédent dans les questionnaires de santé, parce que dans plus de 80% des cas, ce sera une tumeur à bas risque qui va guérir tout de suite et de façon définitive. Et donc, je trouve ça profondément injuste de mettre un droit de 10 ans avant l'oubli pour ce qui est prévoyance ou prêt bancaire. Et du coup, là, au niveau de la génétique, là, comme moi, est-ce que je dois déclarer ou pas avec la mutation? Non, je ne pense pas, parce que vous avez très clairement, dans le cadre d'une mutation qui prédispose à des môles à répétition, vous avez en fait le seul symptôme de cette mutation, ça sera cette probabilité plus accrue de faire des môles. Mais la probabilité que cette façon de faire des môles ait un impact sur votre capacité à faire un remboursement ou votre capacité à avoir besoin d'une prévoyance, elle est faible. Ça ne veut pas dire que vous arrêtez. Ça veut pas dire que vous n'arrêtez pas de travailler. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas des moments dans votre vie où vous aurez besoin d'un arrêt de travail ou moins de travail, parce que tout ça finalement c'est rapporté à l'argent. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien à faire avec la mutation, une mutation prédisposante. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on arrive au terme de ce live. Oui, c'est déjà très bien. Et c'est très clair, je pense. Tant mieux. On n'a pas trop de retours. Est-ce que... Voilà, mais je pense que vous avez déjà... Reste, mais concrètement, si vous le souhaitez, on peut donc faire une deuxième session. Voilà, je pense, oui. Il y a encore les questions. Donc, il y a les questions de grossesse, les questions de recherche, et puis voilà, vous pouvez... là, on a traité 4 pages aujourd'hui, donc vous pouvez rajouter quelques questions si vous le souhaitez. À ce moment-là, on retrouvera un créneau, oui. D'accord, on fait ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, en tout cas, docteur. Voilà, bah, je vous en prie, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, merci, vraiment, je pense. Merci pour tout le monde. Je vous en prie. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, je reste là. Merci à tout le monde.
Merci à vous les filles et puis à bientôt du coup pour une deuxième session parce qu'il y a encore plein de questions. Puis si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. Mais c'est vrai, oui, c'était très instructif et très intéressant. Et il explique vraiment très très bien, je pense. Les explications sont très claires. Donc n'hésitez pas à reposer des questions et puis à venir nous voir en message privé, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de vous et puis à bientôt. Bye bye. Merci, bye.